Vraiment très authentique, très courageux. Vous avez dévoilé beaucoup de choses qui normalement ne se disent pas et les gens ont peur de dire. Au début, moi, j'ai perdu du temps. Je pense que j'ai perdu presque 10 ans. Était le témoin de cette carapace. Et c'était une carapace qui était effectivement liée à des codes de pouvoir masculin. Je me sens capable d'être respectée en étant ce que je suis. Ils peuvent avoir des effets très différents. Ils peuvent avoir des effets délétères, comme ils peuvent être complètement énergisants et motivants. Une entreprise qui ne fait que recruter des personnes qui ressemblent à celles qui sont déjà en place, va finalement entretenir, nourrir, en fait, une culture d'entreprise basée sur des codes qui vont se répéter. Bonjour Pascal et bienvenue dans cet épisode de Kiada. Bonjour Iba, merci de m'accueillir dans cet épisode. Pascal, vous avez un parcours très impressionnant. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans les entreprises, des grands groupes, notamment Philips, Carglass et d'autres. Vous allez nous raconter tout à l'heure. Et ensuite, vous avez décidé de faire un doctorat. Donc, même si vous aviez des senior leadership positions dans le marketing en entreprise, vous avez décidé de faire un doctorat et de faire cette transition de l'entreprise vers l'université. Aujourd'hui, vous êtes à l'IESEG et vous avez également un poste administratif, managérial, senior. Vous êtes responsable de master. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire un peu sur votre parcours ? Alors oui, j'ai commencé à travailler à 22 ans après avoir fait une école de commerce. Et puis la vie professionnelle s'est enchaînée par des rencontres qui m'ont amenée dans différentes entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure, chez Philips, puis Carglass, puis Gena, à des fonctions très différentes, puisque ça a été le commercial, les ressources humaines, l'informatique. À chaque fois, tous les 2 à 4 ans, c'était le besoin d'apprendre, de me challenger, de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis, après la cinquantaine, j'ai commencé à me poser des questions sur la suite de ma vie et puis aussi un besoin de transmettre. Et là, donc, j'ai décidé de me tourner vers l'enseignement. Et comme j'aime faire les choses pas à moitié, mais en entier, j'ai décidé donc effectivement de faire un doctorat, de débuter un doctorat que j'ai terminé fin 2023. Félicitations. Merci. Et en parallèle, donc, je suis rentrée à l'IESEG comme professeure de marketing. Et puis, comme vous le disiez, donc, j'y ai dirigé d'abord un master exécutif et puis donc actuellement l'exécutive MBA. Donc, ça me permet effectivement de retrouver je dirais, la relation avec des managers, d'être au contact toujours des entreprises, puisque ça, c'est mon ADN. Et bien qu'étant devenue aujourd'hui une scientifique, je reste avant tout quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Donc, Pascal, du monde de l'entreprise au monde de l'éducation, aujourd'hui, vous avez effectivement le pouvoir de changer la manière dont les leaders actuels ou futurs réfléchissent, notamment en termes d'inclusion, de diversité. Aujourd'hui, après les entretiens qu'on a effectués auprès de 40 leaders internationaux, il y avait un sujet émergent qui était les codes. Les codes dans l'entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes très bien placé pour nous répondre à des questionnements puisque vous avez également un pied dans l'éducation et un autre ex-pied dans l'entreprise. Alors effectivement, à l'IESEG, nous avons ce qu'on appelle un positionnement marketing qui consiste à nous appuyer sur nos valeurs, sur notre ADN, qui est intimement lié à tout ce qui est inclusivité et RSE. Ça veut dire que nous proposons au marché effectivement un positionnement basé sur un leadership inclusif avec l'espoir que ça va séduire des participants qui vont venir chez nous parce qu'ils auront la volonté ensuite de déployer dans l'entreprise ce type de leadership. Exactement, et je peux témoigner moi aussi ce leadership inclusif que l'IESEG incarne, non uniquement via le curriculum qu'elle propose en Executive MBA d'ailleurs, parce que c'est ce que j'avais fait, mais également dans l'environnement, dans l'ambiance, dans la bienveillance des rapports qui sont là. Et je suis fortement croyante dans le pouvoir de l'éducation à vraiment aussi changer, transformer et métamorphoser les gens vers l'inclusivité. Pascal, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Vous avez commencé chez Philips. Pour commencer, est-ce qu'on peut déjà définir les codes de l'entreprise ? C'est quoi les codes de l'entreprise ? Alors, les codes dans une entreprise, c'est un élément qui fait partie de ce qu'on appelle la culture de l'entreprise, qui est quelque chose de diffus, d'invisible, qu'en général, on ne communique pas de manière officielle, mais qui est présent et qui va influencer les rapports entre les gens, la relation
la manière dont les gens interfèrent. Et dans la culture de l'entreprise, il va y avoir les codes, il va y avoir les rites. Donc, tous les éléments et processus qui vont faire qu'une entreprise, au final, est ce qu'elle est et fonctionne comme elle fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de code, par exemple, que vous avez dû vivre dans des différentes entreprises? Alors, il y a des codes vestimentaires, par exemple. Ça, on s'en rend compte assez vite parce qu'on arrive dans une entreprise et on va bien voir si le patron porte des chaussures en cuir ou des sneakers, par exemple. Hein, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ouais. Pendant longtemps, on était en costume-cravate. Ensuite, il y a eu le Friday Wear. Donc ça, c'est un code où les patrons ont dit le vendredi, on s'habille plus cool. Aujourd'hui, on est assez influencé par la culture start-up. Ouais. Et donc, le code vestimentaire a changé. Hein. Ça, c'est des codes assez, je dirais... présent et visible. Il y a d'autres codes comme le présentéisme. Le présentéisme, c'est le fait de rester au bureau même si on a terminé sa journée. Vous voyez, et ça, c'est un code implicite très sévère parce que quelqu'un qui part, par exemple, à 6h30 parce qu'il a terminé ce qu'il avait à faire, on va considérer que ça n'est pas bien. C'est un code moral, dans ce cas-là, qui va cimenter le comportement des gens entre eux et auquel il est difficile d'échapper. Est-ce qu'on peut lutter contre ces codes, vous pensez, ou vraiment il faut faire avec? Alors, quand on veut transformer une entreprise, il faut transformer sa culture, donc faire bouger les codes. C'est pas toujours facile. Pour faire bouger des codes, il va falloir faire, par exemple, bouger les comportements, faire bouger les rites. Et pour ça, un manager qui veut faire évoluer les codes ou la culture va devoir changer les choses petit à petit. Une bonne méthode, c'est par exemple de s'appuyer sur des champions. C'est-à-dire qu'on va détecter des personnes qui ont plus d'appétit que pour les autres pour changer. Et puis, on va leur proposer, faire des tests, et puis ça va avoir une valeur d'exemple pour les autres. Mais ça peut prendre du temps, ça demande de l'exemplarité, et c'est pas évident, surtout quand des codes ont été en place dans une entreprise pendant parfois des décennies. Donc les codes, ils commencent, mais ils peuvent être variables en fonction du temps. Et on peut avoir des microcodes, comme on avait discuté ensemble. Oui. Vous m'aviez dit que des fois, au sein d'un grand groupe, on peut avoir des micro-codes. Tout à fait, parce qu'en fait, une entreprise, c'est un ensemble de départements, de services. Parfois, il y a des entités qui ont été achetées d'autres entreprises. Et je prends l'exemple de Philips, où je suis restée une vingtaine d'années. On avait des codes très différents suivant les divisions. Par exemple, le petit électroménager et l'éclairage grand public étaient très différents. Dans l'un, on avait un patron qui était plutôt, je dirais, casual dans la manière de s'habiller. Tout le monde était casual. Et dans l'autre, à l'éclairage, les gens étaient plutôt en costume-cravate. Alors, ça peut être lié au manager, ça peut être lié au type de client qu'on a, mais toujours est-il qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, des comportements, et auxquels il devient difficile d'échapper. Et même dans la même entreprise, vous voyez, on peut avoir, on se vouvoyait dans l'une des divisions et on se tutoyait dans l'autre. Donc ça peut être, vous voyez, des codes de relation qui sont très différents au sein d'une entreprise qui a le même nom et qui de l'extérieur est perçue comme une seule entité. Donc c'est finalement les équipes, les managers qui sous-entendent ces codes-là qui sont dans les entreprises. En fait, l'entreprise, c'est comme un terreau. Et on y plante des plantes, on les arrose, on met de l'engrais, on les fait pousser. Donc les managers, ils vont avoir cet effet-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire évoluer les codes en fonction de la manière dont ils vont jardiner. Des plantes qu'ils vont choisir de planter, vous voyez, des collaborateurs qu'ils vont recruter, des rites qu'ils vont installer. Et tout ça, ça fait en sorte que petit à petit, la culture de l'entreprise se met en place, se crée. Quand on crée une entreprise, au début, souvent, on est tout seul ou deux. Il n'y a pas encore de code. Et puis, plus il y a de collaborateurs qui la rejoignent, plus on se met à avoir des régulations et formelles et informelles. Et donc, les codes apparaissent et se mettent en place. Et Pascal, selon votre expérience, comment est-ce que ces codes affectent aujourd'hui la performance et le bien-être des employés ? Alors, ils peuvent avoir des effets très différents. Ils peuvent avoir des effets délétères, comme ils peuvent être complètement énergisants et motivants. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la culture de l'entreprise, on promeut le droit à l'erreur,
et que dans les codes, on peut très bien s'adresser à son manager en disant désolé, je me suis trompée, est-ce que je peux t'expliquer mon erreur et que tu m'aides à voir comment ne pas le refaire. Vous voyez, là, il y a un code qui autorise un subordonné à aller voir son responsable et à lui dire tiens, comment on peut travailler ensemble pour pas que ça se reproduise. Là, ça fait du bien. Ça permet de se sentir mieux, de progresser. Tout à l'heure, je vous parlais du présentéisme. C'est typiquement le genre de code de comportement qui peut rendre les gens démotivés, malheureux, parce qu'ils seraient mieux ailleurs en train d'aller chercher leurs enfants à l'école plutôt qu'à rester à lire le journal. En tout cas, aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a beaucoup de générations, par exemple Gen Z ou autres, où on parle, qui sont en train vraiment d'imposer, entre guillemets, ou de changer les codes des entreprises par leur moyen d'être, par leur façon de vouloir vivre, même l'équilibre, vie pro, vie perso, etc. Alors en fait, chaque génération a ses codes. Aussi. Un des éléments très importants, par exemple, c'est le langage. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre parfois le langage de mes étudiants de 20 ans parce qu'on dit « wesh ». Bon, wesh, ça n'existait pas quand j'avais leur âge. Donc, les codes de langage sont extrêmement importants. Et les jeunes arrivent dans l'entreprise, mais comme chaque génération, finalement, avec des codes différents. Donc, ça peut bousculer les codes en place, comme ça peut transformer la personne qui abandonne ses codes petit à petit pour s'habiller, vous voyez, à la manière de l'entreprise. Par exemple, un des codes très connus, c'est la machine à café. Il y a quelques années, par exemple, les jeunes se mettaient à boire du café quand ils commençaient à travailler. Parce que c'est un rite, ça. C'est dans les codes, le matin, on va ensemble prendre un café à la machine à café ou au café avec ses collègues. Vous voyez, donc, on changeait son comportement, on adoptait ces nouveaux codes en rentrant dans l'entreprise. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui ont leur propre code, mais qui sont peut-être moins enclins à accepter tels quels certains codes de l'entreprise, à les accepter uniquement s'ils ne les remettent pas eux en question dans la manière qu'ils ont choisi de vivre. Justement, elle est où cette limite? Parce que j'allais vous poser la question, elle est où cette limite entre les codes de l'entreprise, entre mon authenticité et cette région grise au milieu? À quel point je peux aller vers les codes de l'entreprise et à quel point je dois dire voilà, c'est ma limite? Le problème pour un manager, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à ça, puisque ça va être très intime, très différent de chaque personne. Ça dépend d'une part de l'adéquation qu'il y avait au départ entre vos codes personnels et les codes de l'entreprise. Si vous êtes déjà très proche, vous voyez, l'acclimatation va se faire facilement. Après, vous pouvez avoir d'autres personnes qui ont des codes très différents, très éloignés, mais qui ont la volonté de s'adapter et de s'intégrer parce qu'ils ont des objectifs de vie qui se sont fixés et qui passent par la réussite professionnelle. Et puis, vous pouvez avoir des personnes pour qui c'est l'équilibre vie pro, vie perso qui est avant tout importante et qui ne sont pas prêts à faire tous les compromis. Donc, vous voyez, il peut y avoir des situations très différentes. Et ça, le manager doit le détecter, sachant que la culture d'entreprise, c'est quelque chose auquel doivent adhérer, je dirais, le maximum de collaborateurs pour que ça fonctionne. Vous aurez peut-être toujours quelqu'un qui n'aimera pas venir à la grande soirée annuelle, mais il faut que, pour que ça marche, il faut que la majorité des collaborateurs y aillent et soient contents d'y aller. Exactement. Parce que si on commence dès le début de l'histoire d'une carrière de quelqu'un, donc une personne commence par regarder un peu le site de l'entreprise, voir un peu ce que l'entreprise montre. Est-ce que ça veut dire déjà, pour commencer, que ce qu'on voit, c'est vraiment identique aux codes qui sont à l'intérieur des entreprises? Alors, on a vu se développer depuis quelques années ce qu'on appelle la marque employeur. C'est le fait d'utiliser des techniques marketing pour véhiculer un message RH, ressources humaines. Oui. Quand on gère une marque, comme moi j'ai pu le faire et comme je l'enseigne aujourd'hui, on sait que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une forte authenticité, il faut qu'il y ait une adéquation entre l'ADN, les valeurs, les codes de la marque et ce qu'elle va faire sur le marché. La marque employeur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise véhicule effectivement des codes qui sont
ceux qui se pratiquent dans l'entreprise. Parce que l'objectif de la marque employeur, c'est de attirer, recruter, fidéliser. Donc, si par exemple vous adoptez dans vos campagnes ou sur votre site des codes plutôt sympathiques, ouverts, vous allez peut-être attirer. Il y a déjà un premier piège qui est le recrutement. Si lors des entretiens, le comportement de vos collaborateurs n'est pas en phase avec les codes que vous véhiculez sur votre sur votre site, par exemple, effectivement, le candidat va pas acheter l'histoire. Et quand bien même il aurait rencontré des personnes complètement en phase, mais si une fois qu'il est rentré, l'expérience employée qu'il va vivre, donc une fois après avoir rejoint l'entreprise, n'est toujours pas la bonne parce qu'il y a des codes différents, dans ce cas-là, ça va mal se passer et vous n'allez pas faire de rétention. Et le danger, le problème auquel il faut être vigilant, c'est que la culture de l'entreprise, les codes peuvent bouger, mais qu'il peut y avoir à un moment un gap qui se crée entre ce qu'on a communiqué à l'extérieur et puis les pratiques internes. Admettons par exemple que le marché se durcit, qu'il y a un nouveau patron qui arrive, qu'il reprend en main les choses, qu'il fait bouger, voyez, les rites, la culture, que les choses changent vite. Et puis vous avez un discours à l'extérieur qui reste sympathique, angélique. Il y a un moment, ça va clasher parce que l'histoire que vous racontez n'est pas effectivement ce que le collaborateur va expérimenter dans l'entreprise. Exactement, c'est limite du washing, un peu de l'image. Oui, c'est le risque de ne pas être authentique. L'authenticité, vous voyez, est une valeur qui est extrêmement importante. Et l'authenticité, on va s'en rendre compte parce que la marque, les collaborateurs, l'entreprise vont se comporter d'une certaine manière. Et les codes, c'est tous ces piliers, tous ces éléments qu'on va avoir effectivement de relations, de comportements, de valeurs qui vont nourrir cette image de l'entreprise et l'expérience ensuite du collaborateur. Et vous m'avez rappelé, Pascal, que dans la majorité des entretiens qu'on a menés dans l'étude, il y a beaucoup de leaders qui ont dit qu'ils ont dû quitter des entreprises justement à cause d'une incompréhension du code, à cause des codes qui correspondent pas forcément à leurs valeurs, à cause d'une toxicité ou des environnements très hostiles. Donc aujourd'hui, les codes sont une des plus grandes raisons, soit de rétention de talent, soit de changer de travail. Je dirais que les codes sont un des éléments importants de la culture de l'entreprise et qu'effectivement, quand on quitte une entreprise, ça peut être parce qu'on n'est pas en phase avec la culture. Alors, vous parliez de comportements qui peuvent être des comportements, par exemple, manipulatoires ou voilà, excessifs de la part de certains managers. Quand on a des cas comme ça de harcèlement, il y a souvent dans l'entreprise une acceptation par les autres collaborateurs de ces situations. Et dans les codes, il va y avoir effectivement une manière de voir les choses qui fait que on va se dire, bon, s'il subit ça, c'est qu'il l'a mérité. Il peut y avoir un autre code qui est la peur, le management par la peur. Donc, on a peur, donc on se met en retrait. Et donc, il y a effectivement ces cas-là qui sont extrêmes, mais ça peut être aussi simplement le fait d'avoir mal perçu au moment des entretiens certains codes. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans une entreprise et d'en partir moins de 2 ans après parce que je n'y étais pas à ma place. Parce que c'était une entreprise dans un secteur d'activité qui imposait d'être passionné par, effectivement, le métier et que moi, ce n'était pas ma tasse de thé. Et j'avais pensé que les personnes que j'avais rencontrées, que le métier que j'allais exercer suffirait, mais la culture, les codes de l'entreprise étaient vraiment trop forts pour que je puisse m'y plaire. J'aurais jamais imaginé qu'une raison pareille puisse être un code, c'est-à-dire que être passionné par l'objet de vente ou par si vous êtes, ça peut aller très loin parce que il peut y avoir par exemple des codes plutôt masculins. Exactement, dans certains milieux, vous voyez, liés à certains secteurs d'activité. Donc, quand vous êtes, admettons, la seule femme dans un comité exécutif qui n'est composé que d'hommes, parce que historiquement, on est dans un métier masculin, il va y avoir des codes de comportement entre les hommes qui seront très différents et pas forcément
je dirais, désireux d'adapter leur code parce qu'il y a une femme parmi eux. Donc, vous pouvez subir des micro-agressions à chaque comité exécutif, à chaque réunion du comité de direction, parce que vous êtes la seule personne de votre genre. Et les codes, vous voyez, dans ce cas-là, paraissent normaux aux autres collaborateurs. Exactement. C'est des codes hautement masculins. Voilà, c'est un certain type de blague, c'est beaucoup parler bagnole, on parle beaucoup de bagnole en ce moment, vous voyez, donc c'est des choses comme ça. Et pour la personne qui est différente des autres, c'est vécu comme une micro-agression à chaque fois. Vous m'aviez attiré l'attention sur un point très critique que vous avez dit, c'est-à-dire que du moment où nous n'avons pas d'inclusion et de représentation de la diversité au sein des entreprises, les codes vont aller plus vers des codes exclusifs à des groupes de personnes. Donc, finalement, les codes deviennent étroitement liés à la diversité et l'inclusion. En fait, une entreprise qui ne fait que recruter des personnes qui ressemblent à celles qui sont déjà en place va finalement entretenir, nourrir en fait une culture d'entreprise basée sur des codes qui vont se répéter, se régénérer toujours à l'identique. Ça peut vous poser des problèmes au bout d'un moment parce que l'univers qui est autour de l'entreprise, lui, il évolue. Donc, si la perception des marchés, des clients, des candidats évolue et que vous restez dans ces codes qui restent toujours les mêmes, parce que les codes, c'est ça donne une norme. C'est une norme qui est extrêmement compliquée parce qu'elle est non-verbale. Il y a des normes qui sont écrites dans l'entreprise. Tu ne voleras pas, par exemple. On sait que si on pique dans la caisse, on va se faire licencier. Heureusement qu'on le sait. On le sait, mais les autres codes qui font partie de la culture de l'entreprise, eux, ne sont pas écrits et peuvent parfois amener à des conséquences aussi graves que ça, parce que vous n'êtes pas perçu comme faisant partie du sérail. Et donc, si une entreprise a une politique de recrutement inclusive, ouverte, qu'elle habitue ses collaborateurs à régulièrement accepter, accueillir des personnes différentes, ça veut dire que la culture, les codes vont évoluer, puisqu'à chaque fois, ils vont s'adapter à ces nouveaux entrants. Alors que si on reproduit toujours la même culture... On aura le même résultat. Exactement. Et quand on travaille, par exemple, sur la gestion du changement, ce qu'on appelle le change management, on sait que quand on bouge une structure, il faut bouger la culture. Et les deux vont ensemble, vous voyez, structure-culture, parce que si vous plaquez une nouvelle structure sur une culture d'entreprise qui n'est pas prête à la faire fonctionner, à l'accepter, ça ne va pas marcher. Et donc, il faut, si vous bougez la structure, que la culture, que les codes évoluent en même temps. Et donc, je dirais que l'inclusivité, le fait de recruter des personnes de profils différents, c'est habituer l'entreprise à se remettre en question, à s'adapter. Donc, c'est pour moi presque un vaccin, vous voyez, un certificat d'adaptabilité. Parce que quand vous avez l'habitude régulièrement de remettre les codes en question, quand l'entreprise doit bouger sa structure, il y a une plasticité plus importante. Une agilité, exactement. Oui, une agilité, on parle beaucoup d'agilité, et c'est alimenté par ce genre de choses, effectivement. C'est impressionnant, Pascal, comment vous avez lié les codes à l'agilité, à la diversité en fonction du temps. Donc, vous avez vraiment pris toutes les dimensions dans une entreprise. Donc, Pascal, si nous revenons à la recherche d'emploi. Donc, j'ai fait ma recherche sur l'entreprise. J'ai trouvé que sa culture, elle me correspondait. J'ai postulé. Là, j'arrive en entreprise. Donc, quel est votre conseil, les premiers moments? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir comprendre ces codes? Alors, effectivement, déjà, la première chose, c'est d'en être conscient. Quand j'ai fait mes études, il y a quelques décennies, c'était pas le genre de choses qu'on vous expliquait, même en école de commerce. Aujourd'hui, nos étudiants, ils sont formés. Ils arrivent en entreprise en sachant qu'il y a ce genre de choses à observer. Donc, la première chose, je dirais, c'est observer, comprendre, décrypter. Se dire, tiens, les gens vont tous au café le matin. Ça veut dire que c'est important. Même si je ne bois pas de café, c'est bien d'y aller avec eux et puis peut-être de boire un thé. Oui, donc c'est effectivement... alors, c'est pas forcément se couler dans le moule, mais c'est se donner les moyens de s'intégrer. Et l'intégration, elle passe par le fait de comprendre les rites, les codes et d'adopter ceux avec lesquels vous vous sentez à l'aise.
Il y a toujours une forme d'arbitrage, parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas aimer. Quand on regarde la culture japonaise, où après le travail, vous voyez, il y a ce rite d'aller boire ensemble de l'alcool. Les femmes au Japon ont plus de mal à faire carrière que les hommes, parce qu'elles n'apprécient pas forcément d'aller se saouler. Excusez-moi pour le terme, après le travail. Et donc, chacun va choisir en fait les codes. Oui. Encore faut-il les décrypter, en être conscient. Un autre moyen, c'est aussi d'essayer de trouver des mentors. Alors, certaines entreprises le proposent. Il y a des entreprises qui l'ont bien compris et qui, d'emblée, demandent à des role models, donc à des cadres confirmés, hommes ou femmes, de mentorer les jeunes recrues pour leur apprendre à naviguer. Si l'entreprise ne le propose pas, rien ne vous empêche, au bout de quelques mois, d'identifier des personnes qui vous inspirent et d'essayer de leur demander des conseils pour arriver à mieux décrypter ce qui se passe. Et puis, il y a des cultures plus complexes que d'autres. Donc, il y a des cas où ça peut être vraiment vital, vous voyez, d'avoir quelqu'un qui vous aide à décrypter ce qui se passe. Dans des cultures très politiques, par exemple, savoir ce qu'on peut dire, ne pas dire, faire, ne pas faire, peut être vital. Donc, aller chercher un mentor, c'est effectivement important. Il y a tout un arsenal en fait de moyens qu'on peut se donner pour, suivant son avancée d'expérience dans l'entreprise, se donner les moyens de comprendre la culture et les codes. Vous, Pascal, dans votre carrière, en début de carrière, comment vous avez fait pour apprendre ces codes dans les différentes entreprises? Quels modèles vous ont aidé à effectivement les apprendre? Alors, au début, moi, j'ai perdu du temps. Je pense que j'ai perdu presque 10 ans parce que... alors, j'ai occupé plusieurs postes pendant ce temps-là. J'ai changé d'entreprise. Je travaillais. J'ai obtenu des changements de poste par mes résultats parce que je mettais beaucoup d'énergie. Mais je n'avais pas encore compris cette histoire de code. Et petit à petit, je m'en suis rendu compte parce que plus on progresse dans une entreprise, plus on arrive... à des niveaux où il faut comprendre ce genre de choses parce que très vite, vous sentez que ça vous pose des problèmes. Dans l'avancement de carrière? Oui, quand on arrive à partir des postes de comité de direction, là, si vous ne comprenez pas les codes, vous n'allez pas faire long feu. C'est extrêmement important de comprendre les codes et d'établir une vraie stratégie, en fait, par rapport à ça. Donc moi, j'ai perdu du temps. Alors, ma carrière avançait, se déroulait parce que je mettais du cœur à l'ouvrage, que j'étais pas trop... Vous aviez des résultats. Mais voilà, j'avais des résultats. Mais au bout d'un moment, on parle du plafond de verre. On plafonne, j'allais vous dire. Et donc, vos résultats, à partir d'un certain niveau, ça n'est qu'une toute petite partie de votre progression et de la perception que les autres ont de vous. Donc, les codes, la culture, c'est extrêmement important de les maîtriser. Alors, au bout d'un moment, il y a eu une période où j'ai eu la chance de travailler avec un directeur général qui était un mentor né. C'était quelqu'un qui est toujours formidable, il est à la retraite maintenant. En 18 mois avec lui, je crois que j'ai appris plus que pendant mes 10 premières années. Mais parce qu'il m'a ouvert les yeux sur ce genre de choses. Et c'était quel genre de choses, si vous permettez? C'est-à-dire quel type de codes qui vous ont permis d'avancer après? Est-ce que c'était de la manière dont vous parliez aux gens? Est-ce que c'était dans le networking? Est-ce que c'était quoi ce qui vous a vraiment aidé à évoluer plus rapidement? Oui, c'est beaucoup dans le verbal, dans la manière d'aborder les choses, dans la manière de, par exemple, ne pas toujours dire qu'on n'est pas d'accord de la manière dont on pourrait le dire. Vous voyez, c'est de savoir garder le silence. Donc, c'est des codes comportementaux. Beaucoup. Alors, c'est pas, dans mon cas, par exemple, c'était pas des codes de vocabulaire parce que je maîtrisais le langage, mais c'était plus des codes de comportement, donc de savoir effectivement comment s'adresser à certaines personnes, aussi savoir par moment attendre, donc comment se comporter en fait par rapport aux autres. Et est-ce que c'était lié à votre genre ou c'était des codes unisexes, disons? Est-ce que vous avez senti que c'était des codes qui vous apprenaient parce que vous étiez une femme ou si vous étiez un homme, il vous aurait dit la même chose? Ça, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, je ne me la suis pas posée.
En fait, moi, je crois que personnellement, je me suis jamais posé la question d'être un homme ou une femme, mais ça m'a amené quand même à adopter des codes masculins. Vous m'intéressez beaucoup, là. Oui, parce que, par exemple, dans les années 80, quand j'ai eu mon poste de DRH, je m'étais dit qu'un DRH, c'est quelqu'un qui doit être respecté. Oui. Et donc, j'avais adopté des tenues, donc un code vestimentaire, qui étaient des tailleurs avec des vestes hyper structurées, avec des petites épaulettes qui étaient à la mode à l'époque. J'aurais pu faire un autre choix. Mais vous voyez, ça vous plaisait aussi. Ça me plaisait, oui. Mais c'était un code quand même qui visait à me donner une certaine autorité. Oui. Est-ce que c'est faux Non, c'est pas faux parce que... alors, on peut le questionner. C'est pas faux parce que ça m'a permis de passer cette étape. Exactement. En me disant je connais rien au RH, on m'a nommé à ce poste pendant 1 an, là il va falloir vraiment que j'apprenne un nouveau métier, vous voyez, donc ça me permettait de me positionner avec une certaine force. D'un autre côté, ça m'a amené à adopter un style de leadership qui était extrêmement masculin, puisqu'il était basé sur le pouvoir. Vous voyez, c'était endosser les habits d'une forme de puissance, alors qu'on peut très bien être DRH sans être puissant. Donc, mais est-ce que vous auriez eu les mêmes résultats? Et quand vous dites que vous avez peut-être eu cette posture masculine, ça ne veut pas dire non plus que, parce que je vous connais bien, je sais que côté empathique, côté écoute, côté qui vous êtes, ça n'a pas forcément changé en fonction du temps. Ah, j'avais mis beaucoup de choses de côté. Et pendant longtemps, en fait, je me suis carapacée. Et une coach, à une époque, m'a dit, vous croyez vous protéger, mais en fait, non. Parce qu'il y a beaucoup de ma sensibilité, justement, que j'avais carapacée derrière cette armure. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le code vestimentaire était le témoin de cette carapace. Et c'était une carapace qui était effectivement liée à des codes de pouvoir masculin. Parce que c'était, en fait, pour qu'on me respecte, je dois avoir l'air puissante. Alors qu'en fait, on peut très bien me respecter parce que je suis empathique. Aujourd'hui, en tout cas. Mais aujourd'hui, dans le temps, aujourd'hui je l'ai accepté. Mais il y a quelques décennies, je ne l'acceptais pas. Et j'enfouissais la partie sensibilité. Ce qui faisait d'ailleurs que je ne me sentais pas toujours très bien parce qu'il y avait un décalage entre mes valeurs, l'éducation que j'avais reçue et ces codes auxquels je me pliais, qui étaient des codes de pouvoir, de force plutôt masculins. Mais on ne sait pas, en tout cas, si vous n'aviez pas adopté ces codes, si vous auriez pu rester dans votre poste. Parce qu'aujourd'hui, des codes, quand ils sont forcés également sur les femmes, on sait que c'est soit vous prenez, soit vous partez. Oui. Vous voyez, donc... Oui, j'aurais peut-être pas réussi. Et effectivement, tous ces postes que j'ai occupés, c'est peut-être grâce à ça. Mais ça s'est fait à un prix. Oui. Un prix qui était le fait de se sentir en décalage, vous voyez, entre l'interne et l'externe, ce qui m'a amené d'ailleurs à plusieurs reprises à me faire coacher ensuite. Et là, j'ai compris beaucoup de choses sur qui j'étais vraiment et j'ai pu être aidée par des coachs à accepter ma nature et à fendre l'armure, comme on dit, vous voyez, et donc à changer mon comportement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens capable d'être respectée en étant ce que je suis. Pascal, je trouve que c'est très, très courageux d'admettre, on parlait d'erreurs tout à l'heure, mais on n'admet jamais qu'on avait fait peut-être des erreurs dans notre passé, dans notre façon de faire, dans le leadership. Et je trouve que c'est très courageux que vous ayez dit comme ça devant tout le monde que oui, à une certaine époque, j'avais adopté des codes masculins qui n'étaient pas forcément authentiques avec qui j'étais et qu'aujourd'hui, j'ai fait du mentorat et du coaching pour changer et qu'aujourd'hui, j'assume qui j'étais, qui je suis et qui je serai dans le futur. Je crois que ça fait partie en fait de la transparence qui d'ailleurs aujourd'hui est attendue par les collaborateurs de la part de leur entreprise et de leur manager. Et puis la transparence, c'est aussi le fait de se sentir aligné avec soi-même. Et vous acceptez d'être vulnérable là aujourd'hui. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je peux vous citer une anecdote. À un moment, donc j'étais dans vous voyez, cette attitude de manager très dynamique, qui prenait des décisions, qui structurait, qui mettait en place des process, qui décidait beaucoup.
Parce que je pense que quelque part, dans ces codes masculins, pour moi, le pouvoir, c'était aussi la décision, donc le fait de décider. Et il se trouve qu'à un moment, j'avais une équipe d'une vingtaine de collaborateurs qui étaient tous des gens jeunes diplômés, assez créatifs et qui avaient envie de contribuer. Et il y a eu une enquête interne et j'ai eu des résultats catastrophiques. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas heureux avec cette espèce, vous voyez, de corset. Le corset que je m'étais mise sur moi, je le mettais sur l'équipe. Et donc, quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je suis allée tous les voir un par un. Je leur ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Je les ai écoutés. Et ensuite, j'ai fait une réunion de service où ils étaient tous là et où je leur ai dit, voilà, j'ai compris ma note, j'ai compris pourquoi, j'ai compris que je suis trop dominante et donc maintenant, je vais vous donner plus de place. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile à faire parce que quand vous vous retrouvez en face de votre équipe et que toute l'image que vous avez construite, elle est basée sur ces codes, vous voyez, de pouvoir, de masculinité, de décision. C'est moi qui décide. Hein. Je suis le chef, donc je décide. Cette culture un peu française du chef omnipotent. Et que là, vous fendez l'armure. Je me souviens que j'étais extrêmement stressée quand je l'ai fait. Et mes collaborateurs m'ont dit que j'avais beaucoup de courage de l'avoir fait. Et je m'en suis sentie beaucoup mieux, et eux aussi après. Vous voyez, donc, ça veut dire que la transparence, l'authenticité et le courage, ça fait partie justement des valeurs qui peuvent permettre de sortir d'un système de code, d'une culture où parfois vous vous êtes enfermé vous-même et qui vous rendent malheureux. Surtout le courage de se remettre en question, parce que même quand on fait des erreurs à une certaine étape de notre vie, dans le leadership, dans le management, tant qu'on est, comme vous avez dit, en quête continue de rester fidèle à qui on est, on va s'en sortir à un moment ou à un autre. Et avec le pouvoir de l'éducation, du mentorat, on peut travailler nos compétences pour devenir qui on était réellement. Oui, et il faut se faire confiance. Alors moi, j'ai mis du temps à me faire confiance aussi. Et ça, le fait de se faire confiance, ça aide aussi à faire le choix, vous voyez, à se dire, il y a des cultures, des codes qui sont en adéquation avec qui je suis, donc auxquels je suis prête je dirais que je suis prête à adopter. Et puis, il y en a d'autres qui, pour moi, ne sont pas en phase et c'est non négociable. Et par exemple, souvent, les diplômés de l'exec MBA de l'IESEG, en sortant, ils disent maintenant, je sais ce que je ne veux plus accepter. Oui. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, il y a des entreprises où peut-être ça serait séduisant d'aller parce que beau titre, bon salaire, vous voyez, sur le papier, tout est beau, mais les codes, la culture de cette entreprise ne me correspondent pas. Et donc, je vais chercher du travail quelques mois de plus jusqu'à ce que je trouve le positionnement qui va me convenir. Donc, c'est un mélange, effectivement, de se faire confiance, parce que ça, on ne le fait que si on se fait suffisamment confiance, d'authenticité, connais-toi toi-même, c'est se connaître aussi, savoir qui l'on est, et puis de courage, parce que ça revient à prendre des décisions qui peuvent faire que votre entourage va dire « alors, tu as passé cet entretien et tu n'y vas pas, pourtant c'est un super poste ». Donc, c'est effectivement une forme de courage aussi. C'est très difficile quand on vous voit, quand on vous connaît, quand on a travaillé avec vous, quand on sait votre réputation aujourd'hui à l'IESEG, que vous êtes quelqu'un de très empathique, très inclusif, d'avoir imaginé qu'un jour, vous n'étiez pas ou que vous n'étiez pas né comme ça. En même temps, ça donne de l'espoir qu'on peut travailler notre façon de faire et de se remettre en question. Mais aujourd'hui, Pascale, suite aux entretiens que nous avons menés, cette question-là, elle est toujours persistante. C'est-à-dire que 20 ans après votre propre struggle, comme on dit, mon propre combat, aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent le même combat 20 ans après. Donc, quel est votre conseil pour les personnes qui disent qu'aujourd'hui, nous devons adopter des codes masculins ou autres types de codes qui sont toxiques pour pouvoir arriver au poste senior? C'est vrai que malheureusement, tout n'a pas évolué à la même vitesse. À la fin du XXe siècle, on disait que le leadership du XXIe siècle serait féminin.
hein. Je m'en souviens, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on disait le leadership deviendra féminin, de plus en plus, c'est des valeurs féminines. Aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, au niveau politique, c'est un renouveau du masculinisme. Oui. Donc, et un retour en arrière sur certains droits fondamentaux que les femmes avaient pu gagner dans certains pays. Donc c'est vrai et que les minorités en général et également. les minorités. Oui. Donc c'est vrai que les choses ne sont jamais acquises. Elles vont souvent moins vite qu'on pourrait le penser. Après, moi je crois beaucoup à la théorie du colibri. Hein, c'est à chacun aussi de faire sa part des choses, et c'est aux femmes aussi d'oser. Hein, donc d'apprendre à se faire confiance, d'oser se donner les moyens, se faire coacher, trouver la meilleure manière de le faire. Il y a par exemple moi j'ai eu à un moment un coaching avec une femme formidable qui s'appelle Shin Lansman, qui est une femme qui coach des femmes uniquement. Et le fait qu'on se retrouve uniquement entre femmes, il y avait cette forme de sororité, vous voyez, qui était importante parce qu'on venait d'horizons différents et on se sentait complètement libre de s'exprimer, de parler de nos faiblesses, de nos échecs. Donc, c'est ne pas rester seul, c'est aller chercher effectivement, alors quand on peut le faire auprès de coachs, ça peut être par des amis, par voyez, des personnes de votre entourage, d'aller chercher effectivement cette sororité qui peut permettre de briser l'armure, de mieux se connaître aussi, de s'accepter comme on est, et puis de réfléchir aux endroits où soit les choses ont déjà changé, soit où on pense qu'on peut aller les faire changer. C'est magnifique comment dans votre carrière, le networking, il a joué un rôle clé dans votre métamorphose dans le management. Vous aviez des mentors Oui. qui étaient également des hommes, Oui. et vous aviez des mentors qui étaient des femmes et des groupes où Oui. c'est la sororité. Oui. Donc vraiment, c'était un peu de tous les liens humains qui vous ont Oui. permis finalement d'évoluer et de comprendre mieux les codes Oui. de l'entreprise. C'est vrai que moi, toutes mes évolutions se sont faites par des rencontres. Que ce soit changer de job ou me changer moi. Ça s'est toujours fait par de l'humain à humain, en fait, des rencontres. Et j'ai eu aussi un mentor, Hervé Baumlard, qui est surnommé le pape du réseau, qui avait écrit un livre que j'avais dévoré. Et je l'avais invité à venir chez Philips expliquer à tous mes collaborateurs l'importance du réseau. Parce que je m'étais dit, c'est fondamental. Le réseau, c'est la manière aussi, vous voyez, d'avoir une vision différente des codes. Parce que vous êtes dans une entreprise, vous avez des collègues, vous avez un patron, vous avez un manager. C'est pas toujours évident de s'exprimer avec les gens du premier cercle. Alors que le réseau, qui est le fait d'aller chercher très rapidement des contacts qui sont du troisième cercle, vous voyez, qui sont pas des gens à qui vous êtes confrontés tous les jours, c'est un moyen formidable de trouver des appuis, de pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas en concurrence avec vous, par exemple. Vous voyez, donc c'est aller chercher de la richesse, aller chercher de l'échange, que ce soit dans votre entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, enfin, je me souviendrai, on a parfois des fulgurances, vous voyez, qui apparaissent. Et une conférence où j'étais allée, la première donc d'Hervé, je m'étais dit, mais c'est génial ce qu'il dit. Vous voyez, ça a été une des révélations qui m'a fait progresser dans ma remise en question, en me disant, bah oui, alors il y a peut-être des gens qui en sont conscients beaucoup plus tôt que moi, vous voyez, qui très tôt comprennent ce que c'est que le réseau. Moi qui, au départ, n'avais pas les codes de l'entreprise du tout, j'avais pas saisi au tout début l'importance. Et j'ai vu effectivement après, par exemple, des collaboratrices qui disaient bah non, ça je peux pas le faire quand il s'agissait par exemple d'aller communiquer avec les autres services, j'ai trop de travail. Et pourtant, communiquer avec les autres fait partie de votre travail dans une entreprise, parce que une entreprise, c'est un ensemble de départements qui interopèrent, qui sont interdépendants. Donc, quand vous êtes à un poste, par exemple, au marketing, une partie de votre travail, et non négligeable, c'est d'aller networker, c'est d'aller porter la bonne parole, écouter les messages des autres, interagir. Vous voyez. Donc, le networking, c'est un moyen aussi de mieux comprendre la culture, les codes, et puis de faire votre travail, un travail de meilleure qualité. Et le networking a également joué dans votre carrière un rôle de promotion ou de pouvoir arriver à des postes plus seniors?
Il y a un moment, quand on arrive au niveau comité de direction, il faut être connu. Il faut se faire connaître, se faire apprécier. Ce n'est pas uniquement vos résultats qui jouent. C'est aussi l'image que vous avez pu développer. Et c'est vrai que beaucoup de femmes pensent que quand on est nommé, c'est parce qu'on a des bons résultats. C'est le syndrome de la bonne élève. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, effectivement, le fait de se faire connaître, c'est important. Et puis, il m'est arrivé aussi à 3 reprises dans ma vie de me retrouver entre 2 jobs, donc d'être en train de chercher du travail. Et dans ces périodes-là, le fait de faire du networking, c'est juste essentiel. Parce que c'est comme ça que vous trouvez justement une entreprise dont les codes et la culture vous conviennent. Exactement. Parce que quand vous rencontrez, vous voyez, indépendamment de tout enjeu des personnes d'une entreprise, ça peut être l'occasion de vous dire, tiens, là, ça me plaît, je m'y verrais bien. Et d'essayer de voir si dans cette entreprise, il peut y avoir un poste qui vous convient. Donc, c'est un moyen de mieux faire coïncider vos codes à vous, votre culture à vous, et les codes et la culture de l'entreprise que vous choisirez. Pascal, dans votre carrière riche de transitions d'entreprise et de pays et de cultures différentes, quels sont les codes qu'on peut voir dans des cultures différentes, par exemple ? Alors, il y a un code déjà fondamental, c'est le rapport au temps. Oui. J'ai travaillé, par exemple, chez Igena et notre propriétaire était un groupe suédois. Quand vous allez en Suède et que vous avez une réunion à 14h, tout le monde est dans la salle à moins le quart. Et celui qui présente a déjà branché son ordinateur. Tout le monde est installé, son café servi. Donc, ça veut dire qu'à 14h, tout le monde est en état de commencer immédiatement la réunion. Quand vous êtes français, on vous dit réunion à 14h, vous rentrez dans la salle à 14h. Et puis, vous allez vous servir un café. Et je peux vous dire, par exemple, la première fois qu'avec mes collègues, on est allé en Suède, on s'est fait faire une remarque sur le sujet. La deuxième fois, on était là à moins le quart. Et en France, par contre, il m'est arrivé dans des divisions de grands groupes très marquées par la culture française qu'on vous convoque à une réunion à 9h et que les gens arrivaient entre 9h et 9h30. Quand même. Oui, ce qui est extrêmement pénible. Et ça faisait partie des codes de l'entreprise. Vous voyez, quand il y avait un horaire écrit sur un agenda, beaucoup se sentaient autorisés à arriver, le fameux quart d'heure parisien, vous voyez, il y avait des bouchons. Donc c'est vrai que le rapport au temps est quelque chose qui est extrêmement variable suivant les pays. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme code culturel ? La proximité, par exemple. Oui, la proximité physique. Parce que, par exemple, quand vous travaillez avec l'Europe du Sud, il y a, je dirais, une proximité physique qui est extrêmement réduite, alors que quand vous travaillez avec des pays, par exemple anglo-saxons, où vous tenez à une certaine distance des autres. Donc la sphère intime, vous voyez, là, c'est des codes de comportement avec le respect de l'intimité qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Et l'amitié, créer des amitiés au sein du travail, est-ce que c'est quelque chose qui appartient au code, dans le sens où on doit garder également des limites dans nos rapports qu'on crée avec les autres ? Alors là, je dirais que ça fait partie intégrante de la culture de l'entreprise. Alors ça, je ne l'ai pas constaté, je dirais, selon, par exemple, les pays. J'en ai pas eu l'occasion, mais plus selon les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises où ça paraît normal que les gens se voient en dehors du travail. Oui. Et il y a d'autres entreprises où quand vous arrivez, on vous dit, tu sais, ici, on ne se voit pas en dehors du travail. Et on me l'a dit ça une fois, quand je suis arrivée dans la division d'un groupe. On m'a dit, ici, on ne se voit pas en dehors du travail. Puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Donc, vous voyez, c'est le code. Par définition, c'est quelque chose qui n'est pas forcément communiqué de manière toujours claire. Pascal, je vous remercie énormément d'avoir été mon invité aujourd'hui. Ce fut un discours vraiment très authentique, très courageux. Vous avez dévoilé beaucoup de choses qui normalement ne se disent pas et les gens ont peur de dire. Donc, merci pour tout le courage que vous avez pu me transmettre et je pense transmettre à beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast. Iba, mille merci de m'avoir invitée parce que c'est un vrai plaisir de partager cette expérience, toutes ces réflexions.
Et je serais ravie si ça peut aider des femmes, mais aussi des hommes, effectivement, à mieux appréhender certaines situations et à trouver le courage de les dépasser. Merci Pascal. Merci Iba.